vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Je pense qu'on peut avoir une croissance raisonnée et que ça ne doit pas être le seul but qui doit être poursuivi. Pour moi, c'est pas achevé, c'est pas terminé, et on peut toujours faire mieux, plus grand. Que le numérique fait naître des opportunités aussi qui vont au contraire contre la globalisation, qui vont créer plus de liens sociaux. On repart cette semaine encore dans 40 nuances de Next. Aujourd'hui, un nouvel entrepreneur du Next 40, mais avant ça, les retrouvailles avec Olivier Mathieu. Olivier, comment vas-tu ? Eh bien, ravi de te retrouver à nouveau, Thomas. Je rappelle que tu es cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les Ovnis et ravi de partager à nouveau avec toi cette aventure de 40 nuances de Next. Je rappelle que tu es président de The Camp et très impliqué aussi chez France Digital, entrepreneur et investisseur. Peut-être un mot, Olivier, si tu le veux bien, sur les partenaires qui nous suivent aujourd'hui et qui font qu'on donne plus d'audience encore aux entrepreneurs qu'on a le plaisir de recevoir. Oui, en effet, 40 nuances de Next est né sous une bonne étoile. On est entouré d'un certain nombre de partenaires qui nous portent, qui sont à la fois des partenaires éditoriaux qu'on pourra entendre tout au long de cette émission avec notre invité Eric, mais qui sont également des partenaires de diffusion. Donc on compte autour de nous notamment deux grands médias qui sont La Tribune et Madines. Mais nous avons également France Digital, l'association des startups et des investisseurs, ainsi que la French Tech, qui nous accompagne dans cette aventure radiophonique. C'est le moment également de remercier Saoti, grâce à qui on est capable d'enregistrer à distance dans un studio virtuel nos invités. Et nos invités, justement, en tout cas notre invité aujourd'hui, c'est Eric Labonardière, cofondateur d'Evaneos. Eric, bonjour, est-ce que tu nous entends bien ? Bonjour Thomas, bonjour Olivier, je vous entends parfaitement. Olivier, il est temps de passer à la première rubrique qui s'appelle Pitch au mon pitch. Eric, on démarre cette première chronique pour découvrir l'envers du décor d'Evaneos avec une première question qui tient toujours à cœur, Olivier, c'est est-ce que tu peux nous dire comment tu vas en 2 chiffres ? Je vais bien, donc je dirais allez 15 sur 20. C'est deux chiffres assez synthétiques, effectivement, qui peuvent indiquer à la fois peut-être ton moral ou celui de ton entreprise. C'est mon moral et celui de l'entreprise. Mon moral, il est bon. Celui de l'entreprise, il est bon aussi. On vit une situation inédite et je pense qu'on va pouvoir en reparler. Qui fait naître des opportunités. Donc, un entrepreneur, ça voit en général le verre à moitié plein. Et donc, c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Et je suis plutôt excité par les prochaines étapes et excité par la période qu'on est en train de vivre aussi, même si elle a ses côtés qui sont complexes, à la fois pour moi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et pour l'entreprise. Mais moi je vois le futur de manière positive. Il y a peut-être avant de commencer à parler de la nouvelle période et de la période actuelle, notamment cette grave crise sanitaire et du confinement, ce qui est utile pour nos auditeurs et puis aussi pour le plaisir de nos oreilles, c'est d'entendre un petit peu le pitch d'Evaneos, même si la marque est déjà connue et bien entendu, nous on aime bien t'inviter à te prêter un exercice qui est ce qu'on appelle le pitch before and after. C'est nous rappeler comment tu pitchais quand tu étais jeune entrepreneur, parce que tu es déjà aguerri maintenant, tu es rentré dans le fameux Next 40. Comment est-ce que tu pitchais à l'origine Evaneos ? Comment est-ce que tu le racontais ? D'ailleurs, que ce soit des investisseurs ou à des amis, qu'est-ce que tu racontes sur Evaneos au moment où tu lances l'entreprise ? Alors quand on lançait l'entreprise, en fait, on expliquait que on voulait créer une nouvelle manière de voyager, on voulait démocratiser une façon de voyager beaucoup plus sur mesure, immersive, qui permet de sortir des sentiers battus. Et l'idée qu'on a trouvée, en fait, c'est de complètement désintermédier la chaîne de valeur du tourisme en permettant aux voyageurs d'accéder directement à des agences locales sur place dans les destinations. Et ça permet en fait d'accéder directement à l'expertise et donc de construire des voyages qui soient vraiment différents, uniques, sur mesure, et de créer des voyages qu'on n'aurait pas fait autrement. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de base d'Evaneos. Des années plus tard, aujourd'hui, Evaneos, ça représente quoi ? Alors des années plus tard, ça représente... alors c'était il y a 10 ans qu'on a créé Evaneos. Donc en 10 ans, on a fait voyager plus de 500 000 voyageurs. On a généré pas loin d'1 milliard d'euros de volume d'affaires pour nos agences locales partout dans le monde, puisqu'on a un modèle de marketplace. On met en relation des voyageurs avec ces agences locales partout dans le monde. On est une équipe de plus de 200 personnes aujourd'hui basée à Paris. On a levé sur plusieurs tours pas loin de 100 millions d'euros.
Et on avait des taux de croissance encore très élevés jusqu'à il y a encore quelques semaines. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a tous été pris de court par la pandémie, par le Covid-19. J'imagine que ton secteur, plus que beaucoup d'autres, a été particulièrement impacté. On parle du tourisme, on parle du voyage et en l'occurrence, on ne peut plus se déplacer. Comment aujourd'hui Evaneos prend cette vague de face? Alors évidemment, ça nous a impacté énormément. En fait, dès que la crise a commencé à émerger en Chine, on a vite compris qu'il allait avoir un impact assez majeur. Alors il y a une phase de déni un petit peu au début où on se dit que ça va se contraindre uniquement à la Chine. Les frontières se sont fermées, donc on n'a plus pu faire partir de voyageurs en Chine déjà dans un premier temps. Et rapidement en février, en fait, les frontières de destination se sont fermées, puis les frontières françaises. Et donc on a été obligé d'être dans une phase plus de réalisme après l'accélération qui était passée, et donc d'être tout de suite dans l'action. Et pour nous, l'action, ça revient en fait à manager une entreprise dont le chiffre d'affaires est réduit de manière très très forte. Aujourd'hui, depuis notamment le confinement qui a été annoncé par Emmanuel Macron, les gens ne se projettent pas dans la préparation de leur voyage. Alors ils y pensent, ils ont envie de voyager, mais ils ne rentrent pas dans la phase de préparation et de booking, bien évidemment, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra de nouveau voyager à l'étranger. Donc ce qu'on a dû faire, c'est vraiment quelque part se mettre on hold, dans une sorte de phase d'hibernation, continuer les quelques projets qui permettent de maintenir les opérations de la boîte, puisqu'il y a énormément de choses à faire liées aux annulations et reports des voyages. Il y a du service client à opérer, nos agences locales qu'on doit aider. On a plus de 2000 agences partenaires partout dans le monde qui se posent les mêmes questions que nous, et on veut les accompagner en fait pour se mettre en bonne situation pour sortir de la crise. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et on a mis plein de choses en pause. On bénéficie évidemment du chômage partiel. On travaille évidemment sur la bottom line plus que sur la top line. Donc la bottom line, ça revient à protéger le cash. C'est évidemment le sujet numéro 1 de la boîte aujourd'hui, pour quelque part brûler le moins possible, pour que chaque euro qu'on n'investisse pas aujourd'hui soit beaucoup mieux investi plus tard en sortie de crise. Et donc on hiberne en dépensant le moins possible pour qu'en sortie de crise, on puisse repartir sur une histoire qui reprenne comme avant, alors même si ça prendra un peu de temps, et pour travailler sur les opportunités aussi qui vont être liées à cette crise. Est-ce que tu peux nous rappeler combien d'argent a levé Evaneos? Je crois que le chiffre est public. Et pour nous mettre ça en perspective, parce qu'on sait que la question du cash et la trésorerie est fondamentale dans l'univers des startups et des scale-up. Donc les montants levés, qui vous donnent droit aussi à faire partie d'ailleurs de cet indicateur du Next 40, sont importants pour qu'on comprenne bien la situation. Alors, on a levé en tout pas loin de 100 millions d'euros. On a créé Evaneos en 2009. Notre première levée, on l'avait faite en 2011, puis on en a fait 3 autres. La dernière date de 2018, en fait, on avait levé 70 millions d'euros, ce qui était une somme importante. Et donc, on a la chance d'avoir des réserves qui restent importantes et de faire face à cette crise. Et en parallèle, on bénéficie aussi d'aides gouvernementales, notamment sur les prêts garantis par l'État. On va mettre à contribution aussi nos investisseurs actuels, pour être certain en fait qu'on sorte de la crise avec les moyens de repartir sur des croissances qui sont importantes et de continuer à investir. C'est ça qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui. C'est pas de se dire qu'on va manager en sortie de crise une entreprise qui va essayer de survivre, mais vraiment qui va continuer à croître. Et donc on veut donner les moyens de ça. Eric, on a souvent des entrepreneurs qui veulent voir l'État le plus loin possible de leur activité. Quel est ton regard sur justement tout cet accompagnement, toutes ces aides, tous ces dispositifs qui sont mis en place? Moi, j'avoue avoir été très favorablement impressionné par la réactivité de l'État, à la fois sur des mesures générales qui concernent toutes les entreprises, sur le chômage partiel, sur les prêts garantis, mais aussi ils ont réalisé des analyses secteur par secteur, et nous on a même fait partie de discussions en fait avec le gouvernement, avec certains ministères, pour réfléchir à quelles pouvaient être les mesures liées au tourisme en particulier, parce que notre secteur a été un des premiers touchés et un des secteurs les touchés les plus fortement. Donc le gouvernement est vraiment à l'écoute, et donc on est en train de mettre en place des choses qui sont liées au tourisme. Je pense notamment à une mesure qui est sortie assez rapidement, et l'État français a été assez exemplaire. C'est une mesure en fait qui autorise les agences de voyage à pousser le report des voyages et pas l'annulation. Donc on est autorisé en fait à imposer en quelque sorte aux voyageurs de reporter leur voyage,
et pas de les annuler. Et c'est quelque chose qui est absolument vital pour tout l'écosystème du tourisme, y compris à l'étranger. Ça permet en fait de conserver des acomptes qui auraient été déjà payés par des voyageurs, de leur proposer de reporter les voyages et de maintenir à flot en fait toute la chaîne de valeur du tourisme. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de survivre à cette crise et de repartir. Donc voilà, donc ça a été fait de manière très réactive et c'est juste un exemple. Il y a d'autres mesures qui sont en train d'être discutées. Donc je trouve que les mesures liées à la reprise de l'économie et au maintien à flot des entreprises du tourisme sont vraiment bénéfiques. Moi, il y a une chose aussi qui nous intéresse ou qui m'intéresse, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on dit qu'il y aura un avant et un après. On parle de la rubrique qu'on a là dans l'émission, c'est confiné mais pas confi. C'est pour montrer à quel point effectivement vous arrivez, les super entrepreneurs comme vous, les fondateurs d'Evaneos. Je rappelle que tu as également Yvan Vibo qui est ton associé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment vous réagissez d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue humain, et donc dans la relation avec vos salariés, vos collaborateurs. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous rappeler combien tu as de collaborateurs? Je crois que c'est plus de 200. Oui, on a plus de 200 collaborateurs à Paris, oui, tout à fait. Et donc, juste moi la question plus précisément, enfin je te laisse, c'est une discussion libre, hein, mais moi je me demande toujours qu'est-ce qui se passe au moment où tout s'arrête. Alors là on a parlé des aides, on parle du business, on parle de la réflexion, mais quelles sont les réactions que tu as observées aussi parmi tes équipes, et qu'est-ce que vous leur avez dit en premier lieu? Quel est en quelque sorte le rapport humain qui est modifié? D'abord par les conditions de travail, les mesures, probablement de type mise en sommeil de l'activité, déclenchement du chômage partiel, télétravail, etc. À la fois d'un point de vue pragmatique, mais aussi qu'est-ce qui se passe d'un point de vue interrationnel entre les gens et entre vous et vos collaborateurs. Alors de manière pragmatique, en fait, ce qu'on a fait depuis le début, c'est d'essayer le maximum transparent en fait sur la manière dont nous, en tant que cofondateurs et équipe de management, comment on voyait la crise. Et à chaque étape, en fait, et au fur et à mesure qu'elle s'est amplifiée, on a été très transparent sur la manière dont on pensait la gérer et comment est-ce qu'on voyait les scénarios de cette crise. Et donc, on a travaillé plusieurs scénarios et on tenait au courant l'équipe un petit peu en temps réel de ces scénarios-là. Comment le business allait être impacté sur le deuxième trimestre, puis le troisième, puis le quatrième, maintenant en 2021. Donc, on se projette aussi en 2021. C'est important aussi d'être sur le moyen et le long terme. Et cette dimension de transparence, je pense, a été extrêmement importante. On a voulu être aussi rassurant sur l'emploi. Ça, c'est une question qui est immédiate du point de vue des salariés. C'est qu'est-ce qu'on va faire sur l'emploi? Est-ce qu'on va se séparer de personnes tout de suite? Et ça, les mesures de chômage partiel nous ont permis en fait d'être très rassurants. Et nous, le message numéro 1 a été de dire que on voulait sortir de la crise avec une équipe complète, ISO. On allait évidemment friser les recrutements, mais on souhaitait se mettre en position où en sortie de crise, en fait, on allait pouvoir travailler tous ensemble et continuer à opérer en équipe, et l'esprit d'équipe chez Evaneos c'est extrêmement important. Donc ça c'est une chose qui a été bien prise évidemment, et les gens se sont assez vite projetés aussi dans l'après, ou ont envie de contribuer. C'est vrai que nous on en revient tout le temps à la mission de l'entreprise, et elle est assez forte chez Evaneos, et on essaie vraiment d'embarquer les équipes autour de notre mission qui est de libérer la curiosité des voyageurs pour l'inconnu. Et en essayant de créer un voyage qui soit plus responsable, qui ait plus de sens. Et ça, c'est quelque chose qui embarque l'ensemble de l'équipe et qui est d'autant plus vrai en fait dans cette période de crise. Et donc, on essaye vraiment de revenir aux racines d'Evaneos pour continuer à engager les salariés. Ce qu'on fait chaque semaine, c'est de mesurer en fait l'engagement et l'état de forme de nos équipes. Et je dois dire que je suis assez content puisque cet indicateur-là n'a pas baissé depuis plusieurs semaines et correspond à peu près à celui qu'il y avait avant la crise. Donc on a une équipe qui reste hyper engagée, et ça passe par de la communication, de la transparence et de la réassurance. Eric, tu l'as dit, vous préparez le monde d'après, c'est donc une parfaite transition pour notre prochaine rubrique. On lance le jingle. I have a dream. Et avant d'imaginer les futurs possibles, tu évoquais plusieurs scénarios. Est-ce que tu peux les partager avec les auditeurs? Ouais, tout à fait. Alors, on est plutôt maintenant sur un scénario, mais en début de crise, on travaillait sur 3 scénarios. Le premier scénario, c'était un scénario où en fait la crise nous impactait uniquement au deuxième trimestre, où on pensait que au troisième trimestre, donc cet été, les voyageurs allaient se remettre à voyager, et puis la reprise aurait vraiment lieu au quatrième trimestre, en revenant au niveau à peu près de 2019. Ça, c'est un scénario qui s'éloigne largement. Aujourd'hui, on est plutôt dans le scénario où en fait les frontières continueront à être fermées cet été.
On croit assez peu qu'il y aura des voyages qui se produiront. Donc, on va continuer en fait à être proche à une activité proche de zéro cet été. Une reprise peut-être très très lente à la rentrée, voire quasiment nulle. Et un quatrième trimestre où les gens commenceront à repréparer leur voyage, leurs vacances pour 2021. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un scénario, je pense, qui est assez réaliste, où l'année 2020 va être quand même très faible, et 2021 repartira sur des niveaux qui, je l'espère, seront assez proches de 2018-2019. Ce qu'on voit dans le tourisme, en général, c'est que il y a besoin d'environ 2 ans pour revenir à des niveaux normaux, mais aussi que c'est un secteur qui est extrêmement résilient. Je pense pas qu'une crise, et ça a été montré par le passé, empêche, ou en tout cas supprime l'envie des voyageurs d'aller parcourir le monde, de découvrir d'autres cultures. Et finalement, depuis très longtemps maintenant, et même je dirais depuis des siècles, malgré les guerres, malgré des crises sanitaires, malgré des crises financières, l'envie de voyager reste. Et donc ça me rend extrêmement optimiste. En revanche, ce qui peut changer, c'est la manière dont les gens souhaitent voyager, à quelle fréquence ils voyagent et quel type de voyage ils projettent de faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre, on parlait tout à l'heure un peu des problèmes de trésorerie et de cash, c'est du coup aussi la relation aux investisseurs quand on parle du monde d'après. Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos investisseurs? Est-ce que tu peux dire de manière générale, est-ce que quand une crise telle qu'elle arrive, évidemment elle frappe tous les secteurs de l'économie. En général, le numérique est plutôt un peu moins frappé parce que plus résilient, plus agile. Mais pour ce qui est du e-tourisme, bien entendu, vous êtes en quelque sorte au cœur de la tempête. Et est-ce que dans ce cas-là, les investisseurs ont une réaction plutôt de solidarité vis-à-vis de vous? Est-ce qu'ils vous invitent et ils vous aident à réfléchir finalement à ce monde d'après? Ou est-ce qu'ils sont très court-termistes et inquiets sur les questions de gestion de cash et finalement plutôt de la semaine d'après que de l'année d'après? Je dirais on réfléchit aux deux ensemble. On a mis en place en fait un board hebdomadaire, donc on se parle toutes les semaines maintenant. On les tient au courant de la gestion de la crise et on commence à se projeter sur le monde d'après. Moi, je me suis senti très soutenu en fait par les investisseurs. Il y a évidemment eu un premier sujet qui était sur le cash. Donc on avait préparé nous d'abord en interne et ensuite on a présenté nos scénarios aux investisseurs. On a pu échanger au travers de ces scénarios, en choisir un et se mettre dans une position de refinancement qui tienne compte de ce scénario, et ils ont été complètement supportifs. Et 100% d'entre eux. On a 6 investisseurs de capital risque au capital et tous ont été supportifs et nous ont fait part de leur excitation maintenue autour de notre projet à long terme. Et donc il y a une vraie notion de long terme, et c'est ça que j'apprécie avec nos investisseurs, c'est qu'ils considèrent qu'Evaneos a une proposition de valeur suffisamment différenciante en fait par rapport à d'autres acteurs du tourisme, pour qu'on puisse s'en sortir et je dirais même la renforcer par la suite. Éric, Olivier, je me fais une remarque suite à ta réponse, parce qu'on a posé cette même question à Frédéric Mazella et Julia Bijaoui, et la réponse était effectivement que les investisseurs suivaient. Du coup, on a dit que c'était une émission sans langue de bois. Est-ce que c'est parce que, à tes yeux, vous êtes des boîtes du Next 40, donc qui ont une trajectoire qui a priori va être optimiste, ou c'est parce que, de fait, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas dire qu'on a des problèmes avec ces investisseurs au moment où on en a besoin? Alors effectivement, puisqu'ils m'écoutent, je pense que je ne pourrais pas forcément dire si j'avais des gros problèmes avec eux, parce que je serais en train de les régler et il ne faudrait pas que je les règle dans les médias, mais c'est réellement pas le cas. Enfin, donc vraiment ça se passe bien, et je pense qu'en fait il y a effectivement une certaine chance à avoir une taille aujourd'hui importante, être dans le Next 40. C'est probablement plus compliqué aujourd'hui pour les entreprises plus petites de se refinancer auprès des investisseurs actuels. Les investisseurs en fait doivent faire des arbitrages, c'est certain. Ils peuvent pas réinjecter partout au même niveau. Et si je me mets dans leurs bottes, ils ont probablement plus intérêt en fait à générer, à continuer à aider à générer de la croissance sur des entreprises plus grosses, sur lesquelles ils ont déjà injecté des sommes importantes, plutôt que des petits tickets dans des plus petites boîtes. Et donc c'est à ces entreprises que je pense, parce que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui d'aller lever des fonds sur des entreprises de seed avec des business models qui n'ont pas encore été éprouvés, que les entreprises du Next qui ont déjà des tailles critiques importantes avec des business models qui fonctionnent. Alors, Olivier, même si c'est pas ton podcast, tu es également investisseur. Du coup, je te pose cette même question en rebond à ce que vient de dire Éric. Moi, en tant qu'investisseur, je suis souvent dans des dossiers qui sont ce qu'on appelle early stage, c'est-à-dire en amorçage, des dossiers qui sont plus jeunes que
que Evaneos. On a eu la chance, à travers un fonds dont je suis souscripteur qui s'appelle Isaïe, d'être actionnaire d'Evaneos. On en est sorti aujourd'hui. Mais donc ça, c'était un des très beaux succès, bien entendu. Et après, sur les plus petits dossiers ou qui sont plus jeunes, évidemment, ils sont encore plus fragiles. Ils sont pas encore dans le Next 40. Et dans ce cas-là, très souvent, moi, j'ai quasiment toutes les semaines des calls ou des appels ou des emails qui demandent des appels à fonds, ce qu'on appelle des bridges. Un bridge, c'est un financement entre deux tours, notamment pour pallier à des soucis de trésorerie qui sont sur un terme assez court. Oui, voilà, c'est un peu le quotidien aujourd'hui des business angels, des investisseurs, d'essayer d'être solidaires autant qu'ils le peuvent avec leurs moyens de différents dossiers. Mais il y a une forme de darwinisme parce qu'on ne pourra pas investir dans tous les dossiers. Et donc, bien entendu, il faut le dire sans détour, il y aura des morts aussi provoquées par cette crise. Et ce serait l'objet pratiquement d'une émission entière, mais probablement il y avait un certain nombre de dossiers qui ont été financés parce qu'il y avait beaucoup d'argent sur le marché avant la crise. Il y a une sorte de correction qui se fait parce qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas être refinancé à la hauteur de ce qu'il souhaite. Parce que c'est comme ça, il y a un peu d'argent sur le marché, mais il n'y en a pas à l'infini. Tu me donnes une transition parfaite, Olivier, avec une question de notre partenaire Madines et de sa journaliste Géraldine Russel. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Eric, voilà ma question. Il va y avoir de la casse. Après cette crise, comment est-ce que tu envisages la reconfiguration du marché du tourisme ? Merci pour la question, très bonne question. Je pense que il va y avoir de la casse. C'est certain. Je pense que les plus fragiles seront probablement les plus petits et ceux dont la valeur ajoutée est la moins visible par les clients. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs du tourisme, à mon avis, qui vont connaître des difficultés au moment de la reprise parce que les voyageurs iront vers les marques les plus rassurantes, qui auront mis le plus de moyens pour les rassurer d'un point de vue sanitaire. Et ceux qui n'auront pas les moyens de mettre en place tout un certain nombre de process, d'actions liées à ça auront des difficultés. Donc, il y aura probablement un peu de casse, mais en même temps, comme je le disais avant, il y a énormément de mesures qui sont en train d'être prises pour le tourisme en France et en Europe, et je crois pas en fait à une destruction massive d'acteurs. Eh bien, on enchaîne avec les questions et tout de suite la question de Philippe Mabille. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Eric. Alors le tourisme a été frappé évidemment de plein fouet par cette crise, avec une vraie incertitude sur la reprise. La fermeture des frontières Schengen jusqu'au moins la fin de l'été pose beaucoup de questions. Est-ce que néanmoins ça peut pas être l'occasion de voir l'accélération d'une tendance déjà en cours avant la crise, c'est-à-dire le retour du consommateur, du touriste vers le local, vers le durable? Est-ce que chez Evaneos, vous réfléchissez à l'aventure en France, voire près de chez vous? Merci Philippe pour cette question. Alors, il y en a deux. Le retour, en fait, à un voyage plus durable, j'y crois fortement et ça fait partie complètement de l'ADN d'Evaneos. Donc, c'était déjà là et ça va s'accélérer. Je pense que les voyageurs vont voyager plus en conscience en se demandant quel est leur impact sur à la fois les populations locales, sur l'environnement. Ils vont vouloir voyager avec plus de sens, probablement de manière plus immersive aussi parce que le voyage de groupe va peut-être connaître des difficultés parce que les gens voudront moins se masser tous aux mêmes endroits. Le surtourisme est un vrai enjeu au niveau global. Aujourd'hui, 50% des touristes mondiaux se massent dans 10 destinations. Je pense qu'on va voir une répartition beaucoup plus forte des destinations. Et sur un tourisme qui soit plus local, plus domestique, c'est certain. Alors déjà cet été, c'est sûr que les Français vont voyager plus en France. Et la réponse est oui, on réfléchit à comment on peut adresser ça, même si la valeur ajoutée d'un agent local sur un voyage domestique n'est pas évidente, mais on peut trouver des alternatives et des manières de twister entre guillemets notre concept, notre proposition de valeur pour avoir quelque chose à apporter. Donc on est complètement en train d'y réfléchir. Peut-être moi j'aimerais préciser avant peut-être d'écouter un autre invité sur une autre question surprise, je voudrais préciser un peu ce point-là parce que je sais que c'est profondément ancré dans l'ADN d'Evaneos et je connais un petit peu Eric, pas très bien, mais je sais sa préoccupation autour de l'impact positif et tu l'as déjà raconté aussi dans les médias. Et je crois que il y a quelque chose aussi dans les gènes d'Evaneos, c'est pas seulement de proposer des voyages moins chers ou des voyages plus loin ou etc., mais il y a également des voyages autrement d'une certaine manière. Et je me demande du coup si on pourrait pas dire qu'il y a quand même une opportunité malgré les grosses difficultés. Je sais pas si tu emploies le mot opportunité ou si tu l'as déjà employé. Évidemment, en période de crise, on hésite toujours parce qu'il y a des gens qui souffrent plus ou moins que d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement une opportunité à réaffirmer profondément votre patrimoine génétique de voyage plus qualitatif
Je sais que toi, tu as déjà été sensibilisé, tu l'as raconté sur la pollution des plages, etc. Il y a eu des anecdotes en Grèce que tu as déjà racontées. Et on pourra revenir sur des moments un peu plus intimes pour mieux comprendre qui est Éric Labonardière. Mais sur Evaneos en particulier, il y a cette dimension aussi de, un peu en quelque sorte, lutter contre le tourisme de masse. Et c'est, quand on entend parfois le rapport à la crise, on parle du réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique et ce confinement, ils ont un lien, c'est qu'aujourd'hui on voit que quand on est tous confinés, la qualité de l'air s'améliore. Évidemment, il n'y a pas de lien entre la maladie et la qualité de l'air, mais ça change nos comportements économiques, l'économie en sommeil, l'eau est davantage pure, l'air se décarbone, les poissons reviennent, on retrouve également des animaux sauvages en zone périurbaine. Donc tout ça, c'est ce que c'est pas des messages finalement bons pour Evaneos et votre vision? Oui, complètement. Comme je disais tout à l'heure, je pense que cette crise en fait renforce encore plus la vision qu'on a. La mission qu'on a de développer un tourisme qui soit plus durable, de permettre aux économies locales du tourisme de mieux se développer, d'avoir un modèle moins globalisé, moins standardisé dans la manière dont le tourisme s'est développé en fait depuis une trentaine d'années partout dans le monde, et de revenir en fait aux racines du tourisme, qui est vraiment la découverte, la rencontre, l'émerveillement, le partage, la surprise. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre offre, et on pense que les locaux ont un vrai rôle à jouer par rapport à ça. Et donc nous, on base tout sur les locaux. On pense que c'est à eux de reprendre en main leur tourisme, que chaque destination a des modèles de tourisme différents à réinventer, et qu'il ne faut pas imposer un modèle standardisé comme ça a été le cas partout. Donc finalement, ce confinement, cet arrêt entre guillemets du tourisme, va permettre, je pense, aux voyageurs de se poser les bonnes questions de pourquoi est-ce qu'ils voyagent. Je pense qu'il faut que chacun se pose la question de pourquoi est-ce qu'on voyage. Est-ce que ça vaut le coup de faire 12 heures de vol pour aller passer une semaine sur une plage? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est responsable de le faire? Si je voyage, pourquoi est-ce que je voyagerai pas moins mais mieux, plus longtemps peut-être? Donc moi, c'est une forme de tourisme à laquelle je crois beaucoup, et je pense que ces questions-là vont être beaucoup plus prégnantes chez les touristes, chez les opérateurs de tourisme, et je pense que le consensus va émerger de plus en plus vite là-dessus. Et donc on avait beaucoup d'initiatives avant la crise en fait pour que l'industrie se transforme dans ce sens-là, et ça va évidemment s'accélérer. Et donc ça renforce encore une fois vraiment nos convictions, qui sont que le tourisme doit se réinventer par le local et avec une dimension beaucoup plus respectueuse. Parfois, je dirais que on a une attitude un peu colonialiste quand on voyage, et moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut avoir une attitude vraiment humble quand on voyage, se sentir accueilli, reçu par les locaux, et laisser la place à de la surprise, à sortir des sentiers battus. Moi, quand je voyage personnellement, je n'aime pas prévoir tout à l'avance. Au contraire, j'aime me faire surprendre, ne pas avoir un programme qui soit minuté. Et c'est vraiment ça chez Evaneos qu'on essaye de provoquer grâce à la connaissance du local en fait. Parce que si on ne connaît pas la destination parfaitement, on ne sait pas quoi faire, on ne connaît pas les alternatives aux lieux les plus connus, on va avoir tendance à suivre le guide de voyage et à se masser tous dans les mêmes endroits. Et le surtourisme ne trouvera une solution que si on répartit mieux les flux et si on apporte l'information aux voyageurs grâce aux locaux sur ce qu'ils peuvent faire, ce qui reste d'extraordinaire dans les destinations, et qui, à mon avis, ne sont pas uniquement les lieux les plus iconiques. Donc, alors, Éric, je me permets de t'interrompre, parce que pour continuer à réfléchir sur ce tourisme d'après, le monde d'après, on a un autre invité en la personne du directeur général de l'association France Digital, que tu connais, qui est Nicolas Brienne. Donc on va lancer sa question, ça te permettra également de poursuivre cette explication. Vous avez un message. Bonjour Eric, tu fais partie des quelques entrepreneurs qui ont mis la tech for good au cœur de leur business model. Tu fais très attention à ce que les bénéfices du tourisme reviennent aux communautés locales. À un moment de crise existentielle, il y a beaucoup de fondateurs qui se posent la question du sens de ce qu'ils font et de comment remettre au cœur de leur business model de la tech for good. Si tu avais des conseils pour eux, quels seraient-ils? Les aspects durables, tech for good, etc. sont pour moi pas des sujets adjacents en fait au business model. C'est-à-dire une première chose dans ma réponse, c'est que ça doit être pensé de plus en plus au tout début, et j'ai l'impression que les nouvelles générations d'entrepreneurs le font en fait dans la plupart des startups qu'on voit aujourd'hui. L'aspect durable, impact est au cœur du concept, et c'est pas un sujet RSE de type compliance qu'on peut observer chez les plus gros groupes. Et donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc pour faire ça, moi je pense que c'est extrêmement important en fait de comprendre quelles sont les attentes et l'impact de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'entreprise. C'est pas juste l'entreprise qui doit réfléchir sur elle-même
à comment est-ce que ça peut avoir un impact moins fort, mais se dire comment je peux aider l'ensemble des acteurs de mon écosystème. Et nous, en tant que marketplace, par exemple, c'est nos voyageurs, ce sont nos agences locales qui chacun ont un impact et on réfléchit avec elles à qu'est-ce qu'elles peuvent actionner. Et donc finalement, c'est engager l'ensemble des parties prenantes dans la réflexion. Nous, ce qu'on est en train de faire, par exemple, c'est de se lancer dans un processus de certification B Corp qui va nous obliger, entre guillemets, à monitorer l'impact à la fois d'Evaneos, de nos voyageurs, de nos agences locales, y compris aussi avec nos investisseurs. Et quelque part, ça engage. Donc finalement, il y a une sorte de pacte commun à trouver avec toutes les parties prenantes. Et je pense que c'est ça la clé du succès. Sinon, on reste confiné sur des petites actions avec des petits effets. Et c'est plutôt l'ensemble d'une industrie, d'un écosystème à faire bouger. Donc c'est ça mon conseil. Est-ce que tu luttes pas contre l'instagramisation du tourisme? Si, il y a un nombre d'exemples absolument hallucinants de lieux qui ont été complètement détruits en fait par l'afflux massif de personnes qui sont venues grâce à Instagram. En fait, j'ai un exemple en tête qui s'appelle Pulpit Rock, qui est en Norvège, qui est en fait une falaise qui domine un fjord, qui est absolument magnifique. Et il y a des photos qui sont absolument incroyables qui circulent sur Instagram où on voit des gens tout seuls au bout de ce rocher qui domine de 600 mètres le fjord. Et en fait, quand on voit l'envers du décor, on voit qu'il y a une queue d'Instagrammeurs qui sont en train d'attendre de pouvoir prendre leurs photos et ça pose des gros problèmes de sécurité et je crois même qu'il y a eu des morts à cet endroit-là. Donc pour moi la solution je dois avouer à ma grande honte que je suis allé à cet endroit. Donc ouais, mais je dis ça en fait, je me moque de moi-même, mais je voulais te poser cette question aussi qui est en fait très souvent on critique le tourisme de masse et souvent on est sur place quand on est en train de le critiquer. Donc on est à la fois partie du problème et analyse de la situation, et donc on aimerait pouvoir être seul sur la planète d'une certaine manière, et c'est la contradiction, une sorte de paradoxe interne, ce qui m'amène à te faire peut-être réfléchir sur une question que tu as déjà en tête, bien sûr, mais dans ce monde d'après qu'on est en train de préparer, et probablement on l'a bien compris à travers ta réflexion, le tourisme d'après était déjà en réflexion dans le tourisme d'avant, chez Evaneos en particulier, vous étiez en avance là-dessus. Malgré tout, est-ce que si on élargit ça un peu à l'univers du numérique, et c'est un peu ma question philosophique, on se renvoie parfois la balle avec Thomas là-dessus, donc c'est un petit clin d'œil. Ma question philosophique, c'est est-ce que les concepts finalement même du numérique, qui sont la croissance et la globalisation, ces deux concepts qui sont adorés, qui sont chéris par les investisseurs, hein, on parle même d'hypercroissance, elle est le plus vite possible et elle est le plus loin possible. Donc c'est ce qui fait les géants, les unicorns, les licornes comme on dit en français, donc finalement le Next 40. Est-ce que c'est pas des concepts qui sont déjà en tant que tels, d'une certaine manière, un peu comme le tourisme de masse, porteurs du germe du problème? Et je dis ça alors que je ne suis pas un apôtre de la décroissance et moi-même je suis investisseur et entrepreneur, mais bon, c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on est face à cette crise. Moi je suis pas du tout contre la croissance non plus. Je pense qu'on peut avoir une croissance raisonnée et que ça ne doit pas être le seul but qui doit être poursuivi. Je pense que cette crise va faire prendre conscience aussi à beaucoup d'entreprises que la croissance n'est pas le seul indicateur à suivre. On va se remettre aussi beaucoup plus sur des sujets de recherche de rentabilité, de business model vertueux. Même les investisseurs, à mon avis, vont être beaucoup plus encore en recherche de ça, même si c'était une tendance un peu récente. Donc les entreprises qui auront de la valeur demain, à mon avis, c'est pas forcément celles qui grossiront le plus vite, mais c'est celles qui auront des business models vertueux et qui auront des propositions de valeur suffisamment différenciantes et à impact positif pour créer des marques fortes. Et je crois que les valeurs de marque, la valeur des marques aussi va être de plus en plus importante. Le numérique, à mon avis, ne va pas contre tout ça. Je pense au contraire, dans certains cas, que le numérique peut permettre de créer des modèles plus vertueux et pas globalisés, pas standardisés, parce que en fait, il permet de rapprocher les gens. Et quand on crée une marketplace, en fait, on permet à des gens qui ne se seraient pas connus avant de se rencontrer. Finalement, on réconcilie le numérique, le digital avec de l'humain. Et on peut être comme ça de manière beaucoup plus granulaire, en fait. Et c'est notre cas chez Evaneos. En fait, grâce au numérique, on permet à des agences locales à l'autre bout du monde d'accéder à des voyageurs auxquels elles n'auraient jamais accédé, de créer avec eux des voyages qui sont différents, qui ont un impact plus positif. Et ça n'aurait pas été permis sans le numérique. Donc je pense que le numérique fait naître des opportunités aussi qui vont au contraire contre la globalisation, qui vont créer plus de liens sociaux
et qui vont rendre les industries aussi peut-être plus armées pour un futur plus humain, quoi. Eh bien, Eric, tu passes effectivement tout de suite, dans quelques instants, sur ton canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Ce qui nous intéresse à ce stade, sur le canapé, ça dit un peu ce que ça veut dire, mais c'est aussi de comprendre comment s'est construit Eric Labonardière, quelle est la personne que tu étais avant de devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, je me permets de poser ta question préférée, Thomas, qui est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? C'est une façon d'amorcer les choses, mais de voir aussi, est-ce que c'est à travers tes études, à travers les rencontres? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu pourrais, toi, déclencher des vocations? Et qu'est-ce qui fait que c'est par hasard ou est-ce que c'est voulu? Alors, question très compliquée, de introspection. Non, mais on t'interrompra et c'est une discussion. Moi, j'ai l'impression que je suis devenu entrepreneur. Je suis pas sûr que je sois né entrepreneur. En fait, depuis tout petit, en revanche, quelque chose que j'ai, c'est une forme de curiosité pour le monde. Je pense être quelqu'un de créatif. J'ai tout de suite aimé le dessin, l'art, la peinture. J'aime créer. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, il y a une dimension de créativité qui est extrêmement forte. Et c'est les moments où je m'éclate le plus, c'est quand j'ai le sentiment d'apporter quelque chose de nouveau et de créer. Donc ça, c'était depuis tout petit là. Je dirais aussi que depuis tout petit, j'ai été passionné par les explorateurs. Et donc, c'est pas par hasard que j'ai entrepris dans le tourisme. Moi, j'étais fan des émissions de Cousteau, de Haroun Tazieff, voilà, de voir ces explorateurs qui allaient découvrir des endroits inexplorés, qui faisaient des découvertes, des rencontres sous-marines, sur les pôles. Voilà, moi, c'était vraiment ça que j'adorais faire, que j'adorais regarder quand j'étais petit. Et ensuite, autour de moi, j'ai eu des entrepreneurs. Dans ma famille, il y en a eu. Et quelque part, je pense que ça m'a donné une forme de liberté où je me suis rendu compte que, en fait, quelque part, tout était possible. Et quand on avait une idée, une conviction, on pouvait aller la défendre et qu'il n'y avait pas vraiment de limite. Et donc, assez tôt, je me suis pas mis de contraintes, de limites. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être entrepreneur. Je me permets quand même de rebondir. Enfin, parfois, il y a des gens, effectivement, qui sont nés entrepreneurs, qui ont créé plusieurs entreprises. Et puis, il y a au contraire des profils, ce qui semble être ton cas, et tu me le confirmeras, qui sont aussi passionnés par un sujet. C'est-à-dire que toi, le voyage, la découverte, etc., l'aventure, c'était aussi vraiment un sujet. Et donc, tu as croisé finalement l'entrepreneuriat, qui est déjà une forme d'engagement et de passion, avec un autre engagement et une passion qui est finalement thématique et sectorielle. Ouais, tout à fait. Et ça a été une vraie chance. Et je n'imaginais même pas, en fait, voilà, à la suite de mes études, en fait, j'ai eu 2 ans d'expérience professionnelle dans un cabinet de conseil qui ont été extrêmement bénéfiques. J'ai adoré travailler avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. C'est resté des amis. Attention, le mais arrive. Voilà, le mais arrive. Tu voulais pas. Voilà, tu voulais être ton propre arrive. patron. Ouais, et en fait, ça a complètement confirmé le fait que je voulais être mon propre patron, pardon, que ma liberté primait avant tout. Et je vivais assez mal, j'avoue, que tous les matins on me dise qu'est-ce que je devais faire dans la journée. Et j'avais qu'une envie, en fait, c'était de faire ce que j'avais envie de faire. Mais j'avais pas forcément d'idée. Ce qui est intéressant quand tu dis ça, c'est tu voulais pas être ton propre patron, mais une entreprise, elle se fait évidemment avec des patrons, mais aussi des collaborateurs. Du coup, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour que tes collaborateurs ne se disent pas j'ai pas envie d'avoir un patron comme Eric? Alors c'est intéressant, mais peut-être avant, je peux juste raconter quand même comment j'ai créé l'entreprise, parce que c'est né d'une rencontre et j'avais une conviction aussi, c'est que je pouvais pas créer une entreprise tout seul. Et en fait, l'opportunité, elle est née quand j'ai reçu un email de Yvan Villebout un jour sur la mailing list des anciens d'HEC Entrepreneurs, parce que j'avais fait le master HEC Entrepreneur, où il disait je cherche un associé pour créer une entreprise dans le voyage. J'ai envie d'inventer une nouvelle forme de voyage, j'ai pas encore l'idée, mais je cherche un associé. Et là, mais j'ai une espèce de révélation où je me suis dit mais là c'est bingo, il y a quelqu'un qui me propose de monter une boîte et en plus dans un secteur qui me passionne, et j'avais même jamais eu l'idée de combiner les deux. Et donc finalement on s'est rencontrés 2-3 fois, le fit est passé et j'ai quitté mon job et on est parti pour un an d'exploration du tourisme avant de trouver l'idée d'Evaneos. Et c'est vraiment cette rencontre avec Yvan qui a provoqué notre aventure entrepreneuriale. Et effectivement, ça a eu un impact derrière sur la manière dont on a managé les équipes et finalement la culture d'entreprise qu'on a créée. Je pense qu'on a créé une entreprise dans laquelle
qui est extrêmement autonomisante, dans laquelle il y a un niveau de liberté qui est fort. Donc on crée évidemment un cadre qui est important, on a des vraies convictions en tant qu'entrepreneur, mais nous, ce qui nous éclate, c'est de voir des équipes, des gens qui se réalisent à travers le projet, qui sont engagés dans notre mission, qui croient à notre vision du tourisme, mais qui ont une liberté très forte dans la manière dont ils opèrent au quotidien. Et nous, on est vraiment dans l'itération, dans l'idéation. Toutes les idées sont les bienvenues. Alors, on les lance pas toutes, mais on écoute, quoi. Donc, on est vraiment dans une logique de communication forte. Et je pense que, évidemment, mon envie de pas avoir un patron impacte la manière dont moi je suis patron aujourd'hui. Parce que j'ai envie que les gens en fait s'amusent, prennent du bon temps et l'impression de réaliser quelque chose ensemble. Et voilà, c'est cette aventure commune qui me pousse plutôt que le fait de réaliser, en tout cas d'avoir un ego de patron surdimensionné. C'est pas du tout mon style de management. Alors tu nous as parlé de ton associé et donc de l'importance d'être associé. Et justement, nous sommes allés l'interroger. Donc, tu vas pouvoir répondre à une question. Vous avez un message. Salut Eric, Yvan, pareil. Donc, j'ai pas mal de questions à te poser, mais il y en a une qui me brûle les lèvres. C'est tu avais pas mal de voyages prévus en famille là en ce moment et il y a quelques semaines. Il y a eu le corona qui est arrivé, qui a un peu décalé ses plans. Est-ce que tu remets en question les voyages que tu vas faire? Est-ce que le contexte actuel va te faire d'autres voyages en famille et que ce sera possible? Et plus généralement, si on prend un peu de recul, aujourd'hui on parle beaucoup d'avenir et on a une grande boule de cristal devant nous. À ton avis, et toi par rapport à ce que tu souhaites, quel serait le type de voyage qui pourrait émerger de cette crise mondiale actuelle ou que tu souhaiterais qu'émerge de cette crise mondiale? Alors finalement, deux questions, une plus perso et une plus marché, mais on sent qu'effectivement vous connaissez bien. On se parle à peu près tous les jours. Donc effectivement, l'année 2020 était pour moi une année de voyage en fait, où j'avais engrangé pas mal de frustrations ces dernières années, à la fois par le travail et par le fait que j'avais des jeunes enfants qui étaient pas vraiment en âge de voyager. Moi, j'aime partir loin, j'aime partir longtemps, et donc on avait prévu en famille pas mal de voyages cet été. Et donc je suis en train de les annuler. Hein. Je pense. Est-ce que tu peux nous faire rêver en nous disant quelle destination était sur ta liste? Alors, je devais partir un mois au mois d'août à Madagascar et j'avais passé plusieurs semaines de préparation de ce voyage. Et en fait, un des buts qu'on avait, c'était vraiment de faire découvrir à nos enfants en fait une culture et une réalité du monde qui soit différente. On souhaitait les faire aller à l'école, notamment avec des petits malgaches. On allait passer 4 jours dans une ferme aussi pour aider à cultiver et s'imprégner en fait de la vie paysanne malgache. Et donc voilà, tout ça est en train d'être annulé. Alors moi je suis les recommandations qu'on donne à tous nos voyageurs, c'est évidemment de reporter. Donc on n'annule pas, on reporte. Donc ça sera reporté à une date ultérieure, probablement l'été suivant. J'ai eu la chance aussi de partir dans le désert au mois de février au Maroc, et donc on est parti en famille dans le désert. C'était absolument incroyable. Donc voilà, j'avais quand même engrangé un peu d'expérience de voyage juste avant le début de la crise. Donc voilà, ma frustration est quand même un peu limitée. Mais donc voilà, tout ça n'est que partie remise, évidemment. Et ensuite, sur qu'est-ce que ça fait naître chez moi comme envie? Moi, ça me donne envie, en fait, le fait d'être enfermé chez moi aussi, d'être encore plus surpris, d'aller dans des endroits encore plus nouveaux, auxquels j'aurais pas pensé. Donc je pense que ma checklist, ma to-do list de voyage va un petit peu changer. J'ai envie aujourd'hui d'aller dans des endroits en fait où je vais vivre des expériences de rencontres et où je fais des choses, où j'apprends des choses. Eric, alors le prends pas mal, mais quand on a préparé cette émission, on a eu plein d'infos de tes proches et tu m'as fait penser à mon grand-père qui toujours voulait être le premier à passer un chemin, première trace sur les pistes de ski, ou qui avait même sa faux pour ouvrir des brèches dans des sentiers. Et en fait, on m'a dit que c'était exactement la même chose chez toi et à peu près à tous les niveaux, que sur une plage, tu voulais être le premier à voir tel coquillage, celui que personne n'avait vu. Et j'ai l'impression que ça revêt quelque chose de très profond qui s'applique en fait dans toutes tes aventures. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai jamais fait de thérapie, hein, donc je ne saurais pas analyser tout ça, mais bienvenue sur le canapé. Mais j'aime bien la description de ton grand-père. On pourra continuer la thérapie par la suite et tu pourras m'en parler, ça m'intéresse. Mais effectivement, voilà, j'aime bien ce côté.
j'aime bien ce côté défricheur, aventurier, explorateur, nouveau. C'est vrai que moi, quand je vois une queue quelque part, je fuis, quoi. J'aime pas attendre. J'aime pas être un mouton, en fait. Voilà, clairement. Ouais. Et si je peux me permettre de faire aussi, du coup, parce qu'on est dans les petites allusions personnelles, c'est intéressant de penser. Il y a un de mes cousins que vous connaissez tous les deux et qui est déjà intervenu dans 40 nuances de Next, qui est Pierre Kosciusko-Morizet. Et tu le connais bien également, Eric. Et donc, on partage un grand-père, donc c'est assez amusant. On fait la petite rubrique intime, mais notre grand-père était un explorateur à part entière. Et j'ai lu, Eric, que toi, que tu regardais beaucoup les documentaires de Cousteau, d'Arun Taziev, etc. Et c'est intéressant, je partage ça avec toi, mais c'est vrai que notre grand-père commun, avec Pierre Kosciusko et moi, a connu Cousteau, et après la Deuxième Guerre mondiale, en Australie, ils fabriquaient eux-mêmes leurs détendeurs, ils allaient explorer, la barrière de corail, vraiment comme des pionniers de la plongée. Donc c'est assez marrant. Ils utilisaient les bombes, notamment les anciennes bombes américaines, qui servaient ensuite de réservoir à oxygène avec la fabrication de leurs détendeurs pour pouvoir respirer sous l'eau. Donc on partage ça en commun tous les trois. À croire que les explorateurs font naître des entrepreneurs. C'est possible, ouais. Bah, avec plaisir pour creuser ces sujets. On pourra faire une émission là-dessus. Est-ce que les juges, je crois que ton père était juge, et on s'interrogeait avec Olivier sur ce qu'il avait pu du coup transmettre de rigueur ou peut-être de folie à l'homme que tu es. Question intéressante. Oui, effectivement, donc j'avais un père qui était juge. Alors moi, j'ai pas été particulièrement intéressé par faire des études de droit, mais je pense qu'en tous les cas, il avait une forme de droiture, de valeurs. Il avait des valeurs fortes et je dirais une certaine tempérance et qui sont utiles en fait dans le métier du juge, qui à mon avis m'ont influencé dans la manière dont je manage aujourd'hui avec Yvan les équipes, et je pense que Yvan partage ses valeurs avec moi. Je pense qu'on n'aime pas la manipulation, on aime la transparence, on aime les choses vraies, on aime une forme de justice aussi dans la manière dont on traite les salariés entre eux, une certaine équité. Donc voilà, tout ça a eu un impact. Ouais. C'est peut-être le moment de rentrer dans une des dernières rubriques de l'émission, s'inspirer mais respirer. Tout à fait. Et on lance le jingle. S'inspirer. Respirer. Et je propose d'ailleurs de commencer cette rubrique avec une question d'un proche, très très proche même, qui va nous permettre de découvrir peut-être quels sont tes drivers, ce qui t'inspire, où tu vas puiser ton énergie, avec une question qu'on écoute tout de suite. Bonjour Eric, c'est Daisy, ta femme. J'ai une question pour toi, c'est la suivante. Qu'est-ce qui te motive encore à avancer, à te lever chaque matin après avoir atteint une telle réussite? En d'autres termes, quels sont les drivers qui restent intacts? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui reste intact, c'est la mission qu'on s'est donnée avec Yvan au tout début de la création d'Evaneos, c'était de réinventer le voyage, le tourisme, grâce aux locaux, grâce au numérique. On avait plein d'idées à cette époque et on les a pas encore toutes réalisées. Et finalement, ce qui me drive aujourd'hui, c'est de continuer à œuvrer pour aller dans la direction de ce qu'on voulait faire au début, et c'est pas terminé. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que tu parles de réussite, donc merci beaucoup. Il faut que j'apprenne à finalement un peu digérer, à accepter une forme de réussite ou d'achèvement, mais j'ai du mal à être là-dedans parce que pour moi c'est pas achevé, c'est pas terminé, et on peut toujours faire mieux, plus grand, avec plus de monde, et donc embarquer plus de voyageurs dans notre histoire aussi. Donc voilà, cette envie de convaincre encore et de grandir, elle est encore là. Voilà, donc ça me tient. Quel est justement cet héritage que tu souhaites laisser au monde et à la postérité, Eric? J'ai un peu du mal avec les discours de certains entrepreneurs qui considèrent qu'ils peuvent changer le monde, etc. Alors ça peut être possible, mais voilà, j'ai du mal dans ce type de discours. En tout cas, à mon échelle, je pense qu'on peut contribuer à changer un peu le monde du tourisme. Et voilà, chaque voyageur qu'on convainc de voyager un petit peu autrement, avec plus de sens, avec plus de conviction et de réflexion
son pourquoi il voyage, bah voilà, moi ça me suffit et voilà, plus on fera à grande échelle, mieux ce sera quoi. Donc voilà, moi je serais content si on a permis d'accélérer la transition vers un tourisme qui soit plus durable, plus respectueux et qui a un impact pour les économies locales beaucoup plus fort. Bon, Eric, après avoir parlé de type de voyage que tu aimais et comme on essaie dans cette rubrique s'inspirer, respirer, de comprendre aussi d'où vient ton inspiration, on allait interroger quelqu'un que tu connais mais on conserve la surprise. Vous avez un message. Salut Eric, ici Marc Fournier. J'espère que ton podcast se passe bien. Pour les auditeurs, je suis un des investisseurs d'Evaneos. Ma question pour toi Eric, est-ce qu'il y a un voyage en particulier qui a fait ou qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué et qui t'a transformé et qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui? Merci Marc. Alors c'est une question intéressante parce que j'ai du mal à avoir un seul voyage en fait qui m'aurait marqué plus que d'autres. Je pense que chaque voyage, et s'il est réussi, il transforme un peu chacun. Je pense qu'un vrai voyage, en fait, c'est un voyage dont on revient un petit peu différent. Donc finalement, c'est une succession de voyages qui ont fait qui je suis aujourd'hui, qui m'ont rendu curieux, ouvert sur le monde, je pense. Si je devais remonter dans mes souvenirs, il y a un lieu qui m'a marqué, je me souviens, une sorte de claque touristique. C'était il y a, je pense, un peu plus de il y a une quinzaine d'années, en Birmanie, à l'époque où le tourisme était quand même beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui en Birmanie. Je n'avais aucune attente par rapport à ce pays, j'avais très peu lu de choses. Et je suis arrivé à Bagan, qui est une plaine au bord de l'Irrawaddy, qui est le fleuve qui traverse la Birmanie, qui est jonché en fait de stupas du XVe siècle. Les stupas, c'est une sorte de pagode, et il y en a des centaines, voire des milliers. Et là, j'ai un souvenir absolument fabuleux. On est monté en haut d'une pagode où il y avait des enfants qui jouaient à côté, parce qu'il y avait encore à l'époque beaucoup de paysans qui vivaient au milieu des pagodes. Donc voilà, un sentiment d'être complètement hors du temps, de plénitude, d'émerveillement. Enfin voilà, donc je l'ai vécu plusieurs fois ça, mais ce moment en Birmanie, voilà, c'est un moment tout particulier. Waouh! Donc c'est très 40 nuances de Next. On n'est pas là pour fouetter les entrepreneurs, mais pour découvrir les claques qui ont pu traverser la vie des entrepreneurs, celles auxquelles ils ont fait face. T'as partagé cette première claque en 2 mots. Est-ce que sur le business, il y a une claque que t'as vécue, peut-être en évitant de rappeler celle de 2008, que tu souhaiterais partager avec nous? Non, en fait, moi, ça m'amène une réflexion, c'est qu'on a eu beaucoup de chance, en fait, ces 10 dernières années, tous les entrepreneurs qui ont créé leur start-up récemment, c'est de pas avoir connu de crise majeure. Tous ceux qui ont créé une entreprise après 2008, en fait, n'ont pas connu cette crise financière. Et finalement, moi, je me rends compte que ça fait partie, quelque part, d'un parcours obligé d'entrepreneurs et qu'il faut savoir gérer les crises. Donc, on a eu la chance de pas en avoir pendant 10 ans. Et moi, je le vis comme quelque chose, finalement, qui fait partie du parcours normal, et il faut qu'on sache s'adapter à ce type de situation. Voilà, donc c'est un apprentissage qui est extrêmement fort, et c'est une claque pour le coup, celle-ci qui restera longtemps et dont on sortira évidemment différent. Parfait. Bon, mais écoute, merci. En tous les cas, c'est effectivement tout à fait optimiste comme façon de voir les choses et de reconnaître la chance que tu as eue. Et du coup, maintenant, vous êtes en train de démontrer une nouvelle forme de résilience face à la crise actuelle. On se disait que c'est peut-être le moment aussi de laisser la carte blanche à Eric. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ma carte blanche, je voudrais la dédier en fait à une pensée qui m'anime depuis le début de cette crise et qui porte sur la faculté de résilience et d'adaptation de l'être humain, qui m'a toujours complètement fasciné. Alors on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec les explorateurs qui doivent s'adapter à des conditions souvent extrêmes. Et je trouve que ça se révèle très fort en ce moment. La période montre que c'est possible pour chacun d'entre nous, qu'on a tous cette faculté-là, et elle prend même un peu des formes nouvelles en ce moment. C'est vrai qu'on a tendance à décrire notre société comme très individualiste, où le marqueur social est lié à notre capacité à consommer, à penser pour soi, à trouver des expériences qui permettent de se réaliser soi-même. Et je trouve que depuis cette crise, on change un peu de système de valeurs dans lequel on est forcé de voir l'humanité comme un tout, de se penser tous ensemble, quelle que soit sa nationalité, son milieu social, et tout ça parce qu'on a trouvé un ennemi commun. Et quelque part, on n'a plus le luxe de se faire la guerre entre nous, mais de faire la guerre contre ce virus, trouver des solutions, s'adapter
pendant qu'il existe encore et évidemment trouver des solutions pour qu'il disparaisse un jour. Donc je trouve ça extrêmement fort. Ça fait naître des solidarités très fortes, nouvelles. Ça crée des ponts qui se créent entre des professions, des pays, des entreprises. Et notamment d'ailleurs le numérique joue un rôle d'accélérateur hyper fort là-dedans. Alors j'ai envie de l'illustrer en fait à travers deux choses. La première c'est sur la solidarité. Je voudrais mettre en avant une initiative qui permet de soutenir financièrement Protège ton soignant. C'est un site qui s'appelle starsolidaire.com, star au pluriel, solidaire au pluriel.com, qui est en fait une tombola en ligne. Vous achetez des tickets et vous pouvez remporter des expériences avec des stars de votre choix. Donc c'est à la fois hyper utile et sympa. En sortie de confinement, ça permettra d'aller vivre des expériences fortes avec des stars. Et juste quelques exemples, parce qu'il y en a des dizaines. Vous pouvez remporter une veste dédicacée d'Alain Prost. Vous pouvez aller dans les coulisses d'un concert de M, passer une demi-journée de tournage avec Alice Taglioni. Voilà, plein de choses top. Donc vraiment, foncez sur le site. C'est utile et fun, donc n'hésitez pas. Et deuxième chose, sur la résilience, je voudrais en fait parler de l'exemple le plus proche que j'ai de moi, qui est l'équipe Evaneos. On est 200. Et je trouve que la manière dont on a réagi, dont l'équipe a réagi à cette crise, illustre parfaitement la capacité de résilience. C'est vrai que en l'espace de quelques heures, on a dû tous s'adapter à travailler chez soi, à trouver des nouveaux process, à trouver des solutions pour être efficaces, voire même parfois plus efficaces qu'avant sur certains sujets. Nous, on a vu naître des bonnes volontés de partout, des idées, de la créativité, un optimisme très fort malgré la situation difficile. Et tout ça dans un esprit très positif, quoi. Donc moi je suis absolument épaté, ébahi par la réaction de l'équipe. Donc voilà, je voulais profiter de ma carte blanche pour les remercier. Je m'attendais pas vraiment à autre chose, mais ça reste surprenant pour moi de voir la capacité d'une équipe comme ça à se positionner en temps de crise et à faire face avec optimisme à tout ça. Voilà, donc c'était ma carte blanche. Merci à tous. C'était la carte blanche d'Éric Labonardière et on vous propose tout de suite de passer à la rubrique Sista. On souhaitait dans cette rubrique avec toi, Éric, dire que le monde d'après serait plus mixte, qu'il y aurait peut-être plus de femmes entrepreneurs et plus de femmes demain à vous rejoindre dans ce beau palmarès qu'est le Next 40. On t'a demandé de choisir une entrepreneur que tu souhaitais mettre en avant dans cette rubrique Sista. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Alors, c'est une entrepreneur amie qui s'appelle Caroline Payou. Qui a créé une entreprise qui s'appelle Ignition Programme, qui est une sorte de cabinet de recrutement nouvelle génération qui aide des startups à trouver les meilleurs profils et des personnes sur le marché de l'emploi qui ont envie plutôt de quitter des grands groupes pour aller diriger vers les startups. Elle a eu cette vision très tôt en fait que ça allait devenir une tendance forte et elle l'a fait de manière complètement innovante avec une culture d'entreprise qui lui est très propre et que j'admire. Voilà, donc j'avais envie de la mettre en avant. Alors, est-ce qu'on peut te demander de lui poser une question et on aura notre envoyé spécial, Solène, qui pourra se faire ton porte-parole. Alors, j'ai une question à poser à Caroline. Alors, je ne sais pas quand ça sera diffusé ce podcast, mais peut-être aura-t-elle accouché à ce moment-là de son troisième enfant. Et je voudrais lui demander si elle souhaitait à ce nouveau bébé un jour d'être entrepreneur. Et si oui, quel conseil elle lui donnerait? Et sinon, pourquoi? Donc tu nous mets dans une sacrée position. Il va peut-être falloir qu'on l'appelle en salle d'accouchement pour pouvoir sortir à temps ce podcast. Elle nous le dira. C'est la condition extrême du voyage que préconise Evaneos. Exactement. Éric, il est temps pour nous de te remercier. C'était le 40 Nuances de Next d'Éric Labonardière. Olivier, je te propose aussi qu'on incite tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent à suivre nos aventures, alors celle d'Éric et celle des prochains entrepreneurs qu'on va recevoir, en s'abonnant à l'ensemble des plateformes, que ce soit sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast. C'est évidemment en vous abonnant et en écoutant qu'on va pimper les algorithmes des plateformes et remonter plus haut et donner la parole encore plus fort de ces entrepreneurs. Et n'hésitez pas à vous abonner également au compte Instagram et au compte Twitter #40 Nuances de Next. Éric, peut-être un mot de la fin
Sur quoi tu aimerais conclure? J'aimerais conclure déjà par vous remercier pour cet échange intéressant qui, je l'espère, sera aussi pour les auditeurs et pousser tout le monde en fait à penser voyage, à penser évasion, à vous demander où est-ce que vous partirez une fois que ce sera possible. Et voilà, le voyage forme la jeunesse et pour moi c'est une partie de la vie quoi. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous partagent ça. Eh bien, nous, on s'évade sur quelques notes d'Aretha Franklin et on retrouve Solène Etienne et l'entrepreneur que tu nous as recommandé, fondatrice d'Ignition Programme. Merci encore. Caroline Pailloux, cofondatrice d'Ignition Programme, et le choix Sista d'Éric Labonardière dans 40 nuances de Next. Caroline, bonjour. Bonjour Solène. Alors Caroline, on a appris que tu étais sur le point d'accoucher d'un moment à l'autre et pourtant tu es avec nous. Alors tu es maman, tu es future maman, tu es entrepreneur. Comment on réussit à concilier tout ça? Écoute, en fait c'est la vie, c'est ça qui est marrant, c'est quand il y a plein de choses en même temps. Là, il y a beaucoup de choses en même temps quand même, parce qu'effectivement, il y a une naissance, il y a le Covid, il y a l'école à la maison, il y a le podcast que vous me proposez et qui m'amuse beaucoup. Donc, il y a pas mal de choses, mais en même temps, je suis bien entourée et je crois que c'est ça qui compte. Mon équipe arrive à gérer en autonomie depuis maintenant 3 semaines et je leur en suis extrêmement reconnaissante et aussi assez admirative parce que ils sont jeunes, pleins d'énergie et je trouve que ce qu'ils font sans moi est formidable. Donc voilà, et puis je me suis exilée à la campagne avec ma famille qui me permet de tout concilier justement. Alors Caroline, tu parlais de tes équipes qui se mobilisent en ce moment et pour revenir à ton business, la crise actuelle perturbe grandement le marché de l'emploi. L'impact est-il le même dans les startups que tu suis aujourd'hui? La crise, elle est gigantesque, mais et c'est évidemment extrêmement inquiétant pour notre business et pour l'ensemble des startups et des petites structures. Mais je trouve que dans cette crise-là, on a beaucoup de chance d'avoir un gouvernement qui a décidé de ne pas lâcher les petites entreprises. Et notamment quand on regarde les dispositions sur le cash, on est quand même très protégé avec les crédits, avec les possibilités de report de paiement de certaines charges. Et puis il y a un engagement vis-à-vis du gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous a tellement aidés d'un côté. Il nous demande aussi de nous engager certes sur les emplois, mais aussi sur le paiement de nos fournisseurs. Et moi, je dois constater que c'est beaucoup ça qui nous aide à tenir. Moi, mon entreprise, mais aussi l'écosystème startup. Dans l'ensemble, on arrive à compter sur l'écosystème pour être payé dans les temps grâce au système qui a été mis en place dès le début de la crise. Donc moi, j'avoue que je suis très reconnaissante sur ce qui a été mis en place depuis cette semaine maintenant. Et puis du coup, peut-être une conséquence ou peut-être simplement liée à la particularité de cette crise qui nous est tombée dessus vraiment d'un coup, c'est la différence avec 2008 où on avait l'impression qu'on était parti dans une crise classique de 10 ans. Du coup, on était tous moroses parce qu'on se disait bon voilà, on a atteint le top, maintenant ça va être long. Et là, je sens pas ça du tout. Je sens une très très grande envie de rebond de nos clients, de nous. Moi, mon équipe est à fond les ballons. Alors dans une incertitude terrible qui est pas très bonne pour le business, mais néanmoins on attend le déconfinement, on attend le go, on est dans les starting blocks, on a très envie de repartir et nos clients sont dans la même optique et ça je crois que c'est très positif. Il y a une envie de rebond et d'y croire. Voilà. Je sais pas s'ils s'y attendent, mais ils ont envie. Caroline, dans ce podcast, je me fais aussi le porte-voix de nos invités. Et Eric avait une question pour toi. Souhaites-tu à ton futur bébé d'être un jour entrepreneur? Et si oui, quels seraient tes conseils? Et sinon, pourquoi?
Merci Eric. Écoute, je lui souhaite de s'amuser dans son métier autant que je m'amuse en étant entrepreneur. Mais je sais pas si entrepreneur rend les gens heureux comme moi et le rendra lui heureux comme moi. Maintenant, si ça lui plaisait, quelle était la deuxième partie de ta question, tu me disais? La question, c'était quel conseil tu lui donnerais s'il voulait se lancer et sinon, pourquoi tu l'encouragerais pas à se lancer? Ben, écoute, s'il avait envie, si je voyais chez lui de l'enthousiasme pour ça et un vrai désir de se lancer là-dedans, je crois que je lui conseillerais d'être j'allais dire d'être riscophobe quelque part. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas un métier pour tête brûlée en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je lui conseillerais d'observer les risques, d'observer la falaise, de regarder le danger et de ne pas s'en effrayer. Ce que je dis souvent à mes fils, c'est que c'est pas une phrase de moi, hein, c'est de gens bien plus intelligents, mais le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Voilà, je crois que s'il voulait être entrepreneur, je lui dirais aie peur et vas-y quand même. Et en tout cas, c'est une belle leçon de vie. Merci mille fois, Caroline, de nous avoir octroyé un petit peu de ton temps à la veille de donner naissance à ton 3e enfant. Et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces échanges éventuellement dans un autre podcast avec toujours les bruits des oiseaux en fond sonore. Ce serait super. Merci, Solène. Merci, à bientôt, Caroline. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.